Bonjour à toutes et à tous. Alors, comme évoqué à la fin de la précédente vidéo sur notre série de vidéos pour aller vers un virus informatique, eh bien, nous allons aujourd'hui étudier la gestion de la mémoire. Alors, en ce qui concerne la gestion de la mémoire, nous décomposerons son étude en trois parties. Tout d'abord, la mémoire virtuelle, puis la segmentation de la mémoire, et enfin, les registres. Alors commençons avec la mémoire virtuelle. Mais avant tout, étant donné que je vais parler de processus, je me dois de définir ce qu'est un processus. Alors un processus en informatique, c'est un programme en cours d'exécution par un ordinateur. De façon plus précise, il peut être défini comme un ensemble d'instructions à exécuter, pouvant être dans la mémoire morte, mais le plus souvent chargé depuis la mémoire de masse vers la mémoire vive. Ça peut être un espace d'adressage en mémoire vive pour stocker la pile, les données de travail et ainsi de suite, ou encore des ressources permettant des entrées-sorties de données comme des ports réseau. Alors, ceci étant dit, revenons sur la mémoire virtuelle. Il faut savoir que les processus tournant sur une machine ont besoin de mémoire. Et dans un ordinateur, la quantité de mémoire, c'est évident, elle est limitée. Il faut donc que les processus aillent chercher de la mémoire disponible pour pouvoir travailler. Cependant, les processus tournent de nos jours dans des systèmes d'exploitation multitâches, multitask comme on dit, donc multitâches. En effet, plusieurs processus s'exécutent en même temps. Mais alors, que se passerait-il si deux processus voulaient accéder au même instant à la même zone mémoire? Et surtout, si jamais un processus écrivait dans une zone mémoire, puis un autre processus écrasait cette même zone mémoire avec ses propres données, alors, ici, le processus A, par exemple, pensera retrouver ces données, mais il trouvera en fait les données du processus B, grand B. Et là, c'est le drame. Il faudra alors que les processus communiquent en permanence entre eux pour savoir qui fait quoi, où et quand. Ce serait une vraie perte de temps et d'une complexité effroyable pour ce problème. C'est donc là qu'intervient la mémoire virtuelle. En effet, les processus ne vont plus piocher directement dans la mémoire physique. On les met dans des sortes de sandbox, dans des bacs à sable, ce qu'on appelle en anglais effectivement sandbox, en leur allouant une plage de mémoire virtuelle. Donc généralement de 4 gigaoctets pour les machines 32 bits. En leur faisant croire qu'ils sont les seuls à s'exécuter sur la machine. C'est alors que le kernel qui est le mot anglais pour désigner le noyau, eh bien, c'est alors que ce noyau intervient et effectue le lien entre les différentes plages de mémoire virtuelle et la mémoire réelle. Ceci est fait par le biais de tables de pages, qu'on appelle les page tables en anglais. Et bon, vous aurez compris, tout se passe en anglais. Mais c'est pas pour autant que si vous êtes mauvais en anglais, que vous ne pouvez pas comprendre. Alors cela est représenté dans le schéma que vous pouvez voir ici. Voilà, vous voyez, donc processus A, il y a une mémoire virtuelle, il occupe la case mémoire 5, dans la case mémoire, pardon, il y a 5, processus B, il y a 5. Hop, il y a une table de pages, une page tables, 5 il l'associe à 2, 5 ici qui est associé à 8 pour la page B. Et dans la mémoire physique, on a bien 2 et 8. Alors, je me permets une parenthèse pour vous expliquer, parce que j'ai parlé de kernel, c'est vrai, donc de noyau, mais ça peut être une notion
non connus. Alors je fais justement une parenthèse pour vous expliquer brièvement ce qu'est le kernel. Alors en fait, il désigne l'une des parties d'un système d'exploitation. On le traduit d'ailleurs souvent en français par noyau de système d'exploitation. Alors la mission du kernel est double. C'est gérer les ressources d'un ordinateur et faciliter la communication entre les matériels et les logiciels de l'ordinateur. Voilà, c'était tout pour cette parenthèse. Si vous voulez développer, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. J'y répondrai volontiers. Et même si vous avez des idées et que vous souhaitez une présentation, on pourrait faire une présentation qu'on mettrait, par exemple, que je ferais en PDF, qu'on pourrait mettre sur GitHub. Alors, finalement, donc terminons avec la mémoire virtuelle. Grâce au mécanisme que nous avons vu désormais, eh bien, le processus n'a alors plus à se soucier de l'implémentation de la mémoire. Toutes les opérations bas niveau sont gérées par le noyau de l'OS. Alors, OS, rappelons-le, c'est Operating System. Donc, en fait, c'est système d'exploitation. Et c'est une sorte de couche d'abstraction qui simplifie la vie du processus. Et précisons que chaque processus a sa propre table de pages, sa propre page tables. Cependant, si l'adressage virtuel est activé, il s'applique à tous les programmes qui tournent sur la machine, le kernel compris, donc le noyau compris. Ainsi, il faut réserver une portion de l'espace virtuel de chaque programme pour le noyau. Alors, ainsi, nous allons voir ici comment est segmentée la mémoire d'un programme compilé lorsqu'il est chargé en mémoire afin de créer un processus. Alors, son image, une sorte d'instance, effectivement, lorsqu'un programme est exécuté, il y a ce qu'on appelle une projection en mémoire. Nous verrons les instructions responsables de cette projection en fonction des entêtes de format. Alors les entêtes de format, vous allez me dire qu'est-ce que c'est ? Eh bien, je vais vous dire tout de suite le premier cas que l'on abordera dans nos virus, c'est celui de l'entête ELF. Alors ELF, si je ne me trompe pas, c'est Executable Linux Format. Alors, nous aurons besoin de l'étudier pour trouver des points d'entrée, que ce soit pour infecter des binaires ELF avec nos virus ou pour faire de l'analyse de binaires et de malware. Il y aura bien évidemment des vidéos où nous réaliserons de l'analyse de binaires. Nous verrons un petit peu comment ça fonctionne, comment entrer dans un binaire, comment manipuler le langage assembleur, parce que c'est de l'assembleur quand on désassemble, et comment retrouver certaines données. Alors, concernant cette segmentation de la mémoire, on retrouve les trois sections suivantes. La section texte, point texte, data, point data, et BSS, tout simplement point BSS. Et les deux zones mémoire suivantes, le tas, heap, et la pile, la stack. La stack, vous devez en avoir entendu parler pour Stack Overflow, et ainsi de suite. Alors, chacune de ces zones représente une partie de la mémoire allouée au processus en question. Alors rapidement, la première section texte, donc point texte, est celle qui contient le code du programme et plus exactement les instructions en langage machine. C'est une section qui est donc en lecture seule, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle a été définie, elle est immuable et elle va servir seulement à stocker du code, donc pas de variables, uniquement du code. Et des erreurs de programmation peuvent entraîner cette fameuse erreur que l'on connaît tous, la segmentation fault, qui indique à l'utilisateur qu'une écriture non autorisée
à tenter d'être faites dans cette zone mémoire. Alors nous le verrons, nous l'étudierons plus en détail avec les buffer overflow. Buffer overflow, donc qui signifie finalement dépassement de mémoire tampon. Vous verrez, c'est très intéressant. C'est pour ça, si vous êtes vraiment intéressé, continuez à suivre les vidéos. Alors, je sais que c'est une par semaine. Si vous en voulez plus, 2 par semaine, je peux essayer de faire un effort. Mais à côté, j'ai mon travail de prof d'université, donc d'enseignant-chercheur. Donc je dois aussi, même si effectivement, là on est pendant les vacances, il y a quand même le côté chercheur. Bon, revenons-en à nos moutons, et comme vous le savez, les moutons, j'aime pas dire ça parce qu'ils finissent souvent en kebab. Bon, en fait, du fait de son immuabilité, c'est une zone mémoire de taille fixe. Le programme démarrera donc au début de ce segment, puis il va lire les instructions une par une. Cependant, cette lecture n'est pas linéaire. En effet, avec le code haut niveau que nous produisons, il existe beaucoup de structures de contrôle qui vont engendrer des appels à des bouts de code qui ne sont pas les uns à la suite des autres. C'est pour ça que je vous l'ai dit, ce sera intéressant de désassembler un programme, parce que nous verrons que effectivement c'est des appels, il y aura des appels à des bouts de code qui ne seront pas à la suite, les uns à la suite des autres. Alors on expliquera par la suite comment l'exécution du programme fonctionne, notamment avec l'aide des registres. Alors on a ensuite la section, donc on a parlé de la section texte qui contient le code du programme. On a ensuite la section de données, data, et la section BSS, qui, elles, vont stocker les variables globales et statiques du programme. Alors, si ces données sont initialisées, elles sont enregistrées dans la section data, tandis que les autres, donc non initialisées, eh bien, sont dans la section BSS. Alors, ce sont également des zones mémoire de taille fixe. Malgré la possibilité en écriture, les variables finales et statiques ne changeront pas au cours de l'exécution du programme ou du contexte. C'est parce qu'elles sont dans cette zone mémoire qu'elles peuvent persister. Mais par contre, nous allons voir justement, juste après là, hop, nous allons voir une petite vidéo que j'ai réalisée sur Kali Linux. Avec bon, m'insultez pas, hein, je me suis appelé Test 12, c'était la 12e machine, donc je me suis appelé Test 12. Je vais pas chercher plus loin. Alors, on peut prendre un exemple en C. Donc, soit le programme suivant. Alors, on va utiliser, moi j'aime beaucoup VI. Donc, VI, on a fait un VI memory.c. Alors, j'aime beaucoup utiliser VI. Je suis de l'ancienne école qui fait du VI. Donc, si vous n'aimez pas le VI, il y a du... Bon, en fait, il y a tout. Il y a de l'Atom, il y a du Notepad++ ou autre. Mais vraiment, les patrons, comme on dit, ils utilisent VI. Avec le échappe de .x pour sauvegarder, échappe de .q pour quitter, échappe... A pour... Enfin bref, pour les échappe I pour les insertions, etc. C'est... bon bref. Finalement, on va prendre un exemple en C. Donc, on va prendre le programme memory.c. Alors, c'est un programme vide en fait. Ah oui, mince, quand je mets pause, ça remet au début. Alors, donc, on a fait un include stdio.h. On a fait un int main void. Donc ça veut dire que
le programme va retourner un entier. Le main, donc c'est la fonction principale. Void, ça veut dire qu'elle ne prend pas d'argument. Et finalement, on va faire un return 0. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle un programme vide. Et avec ce programme vide, on va faire une étude de la taille des différentes sections. Alors, ce programme est effectivement vide. Alors, on va le compiler à l'aide de GCC, comme vous voyez ici. Mince. Je vous ai spoilé. C'est très sensible. Hein. Donc, on le compile à l'aide de GCC. Puis, à l'aide de command size, on va observer la taille des différentes sections data et BSS. C'est ce qui nous intéresse. On va faire un size memory. Voilà. Donc, prenez en compte ce qui est... Bon, je vais arrêter de mettre des pauses parce que ça fait bugger. Et ouais, ça fait vraiment bugger. Sincèrement, désolé pour ça. Donc, on en revient, comme on dit, on a fait un programme memory.c qui est vide. Et on va examiner la taille des différentes sections. Donc, d'abord, on le compile à l'aide de GCC. Puis, à l'aide de la commande size, on va observer la taille des différentes sections data et BSS. Donc voilà, data 528, BSS 8. Maintenant, on va reprendre ce programme et on va ajouter une variable globale non initialisée ainsi qu'une variable statique à l'intérieur de la fonction main. Donc on a fait un int global et on va ajouter une fonction statique. Voilà. On compile à nouveau notre programme à l'aide de GCC. Puis, à l'aide de size, on va remarquer que la section BSS a augmenté de 2 fois 4 octets. BSS, maintenant, est égal à 16. Data est toujours égal à 528. Donc, 2 fois 4 octets, en fait, pour stocker la variable globale non initialisée et la variable statique à l'intérieur de la fonction main. Donc, ces deux variables non initialisées sont bien stockées dans BSS. Si maintenant on initialise la variable var et la variable globale qu'on a appelée global, on va constater que la section BSS va diminuer de 2 fois 4 octets, alors que la section data va augmenter de 2 fois 4 octets. Finalement, on peut dire que ces deux variables, une fois initialisées, sont stockées dans la section data et non plus la section BSS. Voilà. J'espère que vous avez compris cette partie sur la différence entre la section de données data et la section BSS. Si elles-mêmes, toutes les deux stockent les variables globales et statiques du programme, eh bien, elles seront différentes puisque si les données sont initialisées, elles sont enregistrées dans la section data, tandis que si elles ne le sont pas, elles sont enregistrées dans la section BSS. Alors, vous pourrez retenir ces commandes. Bon, VI, c'est un peu vieux jeu, mais je l'utiliserai très souvent. En fait, j'utiliserai tout le temps parce que j'adore VI. C'est comme ça que j'ai commencé. Je commençais sans GUI, sans Graphical User Interface, donc sans graphique. Je faisais du VI. Et puis on utilisait les commandes GCC pour compiler, size très utile pour voir les différentes sections. Alors, passons maintenant à la diapo suivante. Alors, étudions maintenant le tas, le tas et la pile. Alors, le tas heap est quant à lui manipulable par le programmeur. C'est la zone dans laquelle sont écrites les zones mémoire allouées dynamiquement, avec par exemple les malloc
ou calloc, qui sont des fonctions que l'on aura l'occasion d'étudier. Tout comme la pile, cette zone mémoire n'a pas de taille fixe. Elle augmente et diminue en fonction des demandes du programmeur qui peut réserver ou supprimer des blocs via des algorithmes d'allocation ou de libération pour une utilisation future. Alors, plus la taille du tas augmente, plus les adresses mémoire augmentent et s'approchent des adresses mémoire de la pile. Si vous l'avez compris, on a la pile et on a le tas. Donc plus ça augmente, plus ça se rapproche des adresses de la pile. Donc c'est ce que je disais. Donc, effectivement, plus la taille du tas augmente, plus les adresses mémoire augmentent et vont donc s'approcher des adresses mémoire de la pile. Alors la taille des variables dans le tas n'est pas limitée. Ça, il faut bien le retenir. La taille des variables dans le tas n'est pas limitée. Sauf limite physique de la mémoire. Contrairement à la pile. Alors, par ailleurs, les variables stockées dans le tas sont accessibles partout dans le programme par l'intermédiaire des pointeurs. Alors, je pense qu'il faudra peut-être faire un cours sur les pointeurs. Mais je pense que si vous êtes ici, c'est que vous avez déjà des bases. Notamment, les pointeurs sont abordés en C. Donc, comme je disais, les variables stockées dans le tas sont accessibles partout dans le programme à l'aide des pointeurs. Cependant, l'accès aux variables stockées dans le tas, ne se faisant qu'avec des pointeurs, va ralentir un peu ces accès, contrairement aux accès dans la pile. Alors justement la pile, qu'on appelle aussi stack. Alors, en fait, vous l'appellerez jamais la pile, vous direz toujours la stack. Eh bien, elle possède également une taille variable, mais plus sa taille augmente, plus l'adresse mémoire diminue. Ici, regardez, vous avez des adresses basses jusqu'à des adresses hautes. Eh bien, la pile, elle, s'accroisse vers le bas. Donc, plus sa taille augmente, plus les adresses mémoire diminuent, en s'approchant donc du haut du tas. Voilà. Et c'est ici qu'on retrouve les variables locales des fonctions, ainsi que le cadre de pile, le stack frame de ces fonctions. Alors la stack frame d'une fonction, c'est une zone mémoire dans la pile dans laquelle toutes les informations nécessaires à l'appel de cette fonction sont stockées. Alors s'y trouvent également les variables locales de la fonction. Voici ce que j'avais à dire sur cette diapo qui est un peu remplie. Encore une fois, je suis sincèrement désolé, mais j'essaye de faire en sorte que vous pouviez mettre pause et prendre quelques notes. Alors, j'espère que vous avez donc une idée plus claire de la segmentation de la mémoire lors de l'exécution d'un programme. Cependant, il manque une notion importante qui est la gestion des registres. Et en expliquant leur fonctionnement et leur utilité, nous serons à même de mieux comprendre la notion de stack frame. Alors, passons donc aux registres. Alors, les registres, ce sont des emplacements mémoire qui sont à l'intérieur du processeur. Or, dans un ordinateur, les emplacements mémoire les plus proches du processeur sont ceux à qui il est le plus rapide d'accéder. Et du coup, c'est également les plus chers. Effectivement, si vous achetez un disque dur, une mémoire de masse et un processeur, ça va pas être le même prix. Vous m'entendez, je pense que vous comprenez. Donc effectivement, ce sont les plus chers. Ainsi, en fait, plus on s'éloigne du processeur, plus les accès sont longs, mais les coûts sont faibles. Ce qui est logique de toute manière. Donc les registres sont les emplacements mémoire les plus proches puisqu'ils sont internes au processeur. C'est alors la mémoire la plus rapide de l'ordinateur. Et
ici, ce que je vous ai représenté, cette pyramide de la mémoire, qui est représentée dans la figure suivante, eh bien, oppose le coût de la mémoire à son temps d'accès par le processeur. Vous avez ici le temps de réponse. Vous avez ici le coût. Temps de réponse très haut vers très faible et le coût très bas vers très haut. Voilà ce que j'avais à dire sur ça. Alors maintenant, on va laisser un peu de côté toutes ces banalités, si je peux me permettre. Et maintenant, en ce qui concerne le processeur x86 32 bits, il va posséder logiquement 8 registres généraux. EAX, EBX, ECX, EDX, ESP, EBP, ESI, EDI. Alors pour les processeurs 64 bits, il y a 16 registres logiques, mais dans la réalité, les derniers processeurs, donc ceux que vous avez probablement sur votre PC, en ont 168, afin de pouvoir paralléliser les instructions. On parlera de ça plus en détail, notamment. Alors en fait, on va distinguer deux groupes. Alors les 4 EAX, EBX, ECX, EDX, qui sont appelés accumulateurs. Donc accumulateur, vous aurez compris, c'est pour EAX. Base pour EBX. Compteur pour ECX. Données pour EDX. Eh bien, ces 4 EAX, EBX, ECX, EDX ont pour rôle de stocker des données temporaires pour le processeur lorsqu'il exécute un programme. Ensuite, on a les 4 autres registres, ESP, EBP, ESI et EDI, qui sont appelés pointeurs de pile pour la stack, donc ESP, pointeur de base pour EBP, index de source pour ESI et index de destination pour EDI, qui vont être plutôt utilisés en tant que pointeur et index, comme leur nom l'indique. Par exemple, les deux premiers, ESP et EBP, stockent des adresses 32 bits désignant des emplacements mémoire afin de délimiter la stack frame courante. Alors, nous pouvons également citer deux autres registres un peu plus spéciaux. Alors, le registre EIP qui est très très important. Il est appelé pointeur d'instruction. En fait, il contient l'adresse de la prochaine instruction que le processeur doit exécuter. Alors, je vous parlais d'analyse de binaires. Quand on va désassembler des binaires, eh bien, en fait, quand je parle de ça, je me rends compte que, eh bien, en fait, c'est tout naturellement qu'on va être obligatoirement obligé de le faire. Je pense que j'ai mis assez d'adverbes pour que vous compreniez qu'on va être obligé de le faire afin que vous compreniez au maximum. Donc, comme je disais, EIP, le pointeur d'instruction, contient l'adresse de la prochaine instruction que le processeur doit exécuter. Donc si nous, imaginons, on a une information sur ça, c'est bingo pour nous finalement. On le verra plus tard. Enfin, on a le registre eFlags, donc eFlags pour les Français, qui en réalité contient des indicateurs, des interrupteurs, des drapeaux, donc des flags, essentiellement utilisés pour des comparaisons, mais nous le verrons pas uniquement. Alors, voilà. Ceci termine cette présentation sur la gestion de la mémoire. J'espère qu'elle vous aura plu. Et n'oubliez pas qu'on est toujours dans l'optique d'aller le plus loin possible pour programmer nos virus. Et comme je vous l'ai dit, ils sont déjà prêts. Il n'y a plus qu'à faire du montage et vous les expliquer. Et donc, si j'ai quand même précisé que dans la prochaine vidéo, on étudiera le fonctionnement de la pile. On verra que la pile, eh bien, a une structure LIFO, donc LIFO, last in, first out. On verra la stack frame, le prologue, l'épilogue. Enfin voilà, on n'y est pas encore, mais je vous spoil un petit peu.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite à bientôt.